Bonjour Valérie, bah écoute, ravi, c'est la première fois que je fais une interview par Skype. Habituellement, enfin, c'est aussi mon grand plaisir d'aller rencontrer les gens, au-delà de voir des œuvres, c'est de rencontrer des êtres humains. Mais je crois que tu es un petit peu loin. Oui, Un petit peu loin de. Moi, je suis à Grenoble, mais c'est pas. C'est vraiment loin. Hong Est-ce que Kong. tu peux nous Oui. situer où tu es, quelle heure il est, voilà. Bah là, je communique Je de communique Hong de Kong. Hong Kong. Il est Il est 18h35, il fait 32 degrés, il pleut de temps à autre, climat tropical, voilà. bon. Et ben ici en France, bah, à Grenoble précisément, il est 12h35. Donc je pensais que c'était plus loin que ça finalement, Hong Kong. Ouais. On est à 12 000, oui c'est ça, 12 000 kilomètres, mais en hiver on a 7 heures, on est 7 heures dans le futur et l'été on est 6 heures dans le futur. D'accord. Bon, on va essayer de se synchroniser quand même. Donc, il y a une première chose qui m'intéresse. En fait, on s'est connus par Facebook, on a interagi, tu as commencé à commenter des choses que je mettais, puis bon, voilà, on a commencé à échanger des messages. Je me dis, bon, du coup, j'ai été regarder un peu qui c'est ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Donc, ça m'intéresserait qu'on parle, qu'on fasse une première partie pour parler de ton parcours. D'accord. Et puis, j'aurais une autre question euh, qui intéresse aussi pas mal de monde, c'est bah, comment on vit de son art. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc déjà, dans quel contexte t'as grandi, Alors, dans quelle région, voilà, quel milieu milieu, je suis fils d'instituteur, mhm. donc un milieu assez modeste. Malgré tout, on a pas mal voyagé, parce que les 14 premières années de ma vie, j'ai vécu en Guadeloupe et au Maroc, D'accord. avec des séjours de 3 ans alternés. C'est-à-dire 0 à 3 ans Maroc, 3 6 ans Guadeloupe, 6, 9 ans Maroc et 9 13 Guadeloupe. Et D'accord. après, on est rentré à Grenoble, où j'ai vécu jusqu'à 20 ans. À Et Grenoble. après, Ah ouais. ouais, assez ciné, puis après assez sain, puis après on a habité, que je dise pas de conneries, j'ai habité les Trois Tours quand j'étais étudiant, de la Tronche, Ouais, ouais, ouais. voilà. Et- Et puis après, j'ai déménagé tout seul avec ma première femme à Lyon, j'ai habité 6 ans à Lyon, et après on a émigré à Paris, puis on a vécu à Paris, puis après, voilà, je suis à Hong Kong. Voilà. D'accord. Et Il y a eu un divorce, et ma nouvelle femme est hongkongaise, donc au bout de... ouais, on a passé 13 ans ensemble, au bout de 13 ans, on a décidé de déménager à Hong Kong. Voilà. d'accord. Et avant d'arriver à Hong Kong, déjà, en général, on se rend compte que les, enfin, que ce soit de la musique, soit de la peinture, enfin, je vais dire même plus largement ce qui est culturel, dans l'environnement familial, est-ce que déjà d'avoir des parents instituteurs, ça t'a amené à, et le fait de voyager, ou est-ce il y a des choses qui t'ont un petit peu marqué? Moi, bon, déjà, la pratique du dessin, ça a été enclenché par un oncle. Mhm, Enfin, de la peinture, j'entends. Parce que ma première peinture à l'huile, je l'ai faite à 8 ans. mhm. Et j'avais un des frères de mon père qui faisait de la peinture à l'huile, c'est un peintre du dimanche. Bon, c'est le seul exemple. Un jour, bon, j'étais l'été chez ma grand-mère paternelle, parce que chaque année, je suis passé un mois. Il m'a donné une boîte, il m'avait offert une boîte de peinture à l'huile et un carton entoilé. Et donc, la première peinture que j'ai faite, c'était, parce que ça m'avait marqué, c'était Notre-Dame de Paris, que j'avais assez bien réussi. Et puis, du coup, tout s'est enclenché là, parce que on m'a découvert des talents de peintre à l'époque. Donc, Mhm. après, j'ai jamais arrêté. Voilà. Hmm. Ah oui, ça a été vraiment un déclencheur, quoi. Oui, je dessinais beaucoup, mais bon, les gamins de 8 ans, en général, on leur donne des tubes à l'huile ou quoi. C'est pas la gouache. Donc, c'est pas particulier, l'huile.
Et donc, ils font des choses un peu, enfin, c'est pas tout à fait figuratif, mais bon, ça finit un peu en. Enfin, moi, j'ai vu avec mon fils, ça finit en gros mélange. C'est une palette, quoi, j'ai l'impression. Tandis que On moi, expérimente en général hein, quand on est petit. parce que c'est une texture particulière, parce que, en plus, moi, ce qui me fascinait, c'est que la peinture, si on l'a diluée avec. Elle pouvait être très transparente, comme du vitrail. Alors du coup, j'avais peint les vitraux de façon très transparente. Il y avait beaucoup plus de matière sur les pierres. Enfin, tout y était. Bon, c'était pas une copie exacte de Notre-Dame de Paris. C'était assez expressionniste. La toile est toujours chez mon oncle, hein. Mhm. Mais c'était ça, quoi. Donc après, bon, on m'a trouvé un peu ce talent de peintre. Moi, ça, j'ai été piqué à vif. Et puis, j'ai jamais lâché ça, quoi. Et puis le deuxième choc, c'était à Grenoble. J'avais 18 ans, je faisais pas mal de conneries. Je vivais chez mes parents, dans un logement de fonction à Échirol. Ouais, c'est ça que je cherchais. C'était avant d'un tronc, j'habitais à Échirol. Dans un logement de fonction à Échirol, d'enseignants, et au village 2. Et un jour, dans une crise, j'avais explosé ma porte. Parents et pour une bonne crise, j'avais littéralement défoncé ma porte. T'avais quel âge là? J'avais 18 ans, ouais. Ah oui, bon. Donc là, c'était différent. Ils ont appelé un serrurier, enfin le serrurier municipal, c'est un logement de fonction, et le serrurier municipal, il est venu réparer la dite porte, et il se trouve qu'il était réfugié politique, c'était un Uruguayen. Je me rappelle encore de son nom, il s'appelait Luis Sousa Cortés. Mhm. Et ce réfugié politique uruguayen avait connu, lui, dans sa jeunesse, Joaquim Torres Garcia, qui Qui ça, était pardon? Joaquim Torres Garcia, un D'accord. constructiviste. C'est un très très grand peintre. Si on va à Montevideo, il y a des peintures au musée. Il y en a peu parce qu'il a eu la malchance d'avoir son atelier détruit par le feu. Mhm. Mais Beaubourg avait fait une grande expo dans les années 90 sur ce peintre-là parce que c'était le premier, dès les années 30, à aborder un langage crypto-visuel, c'est-à-dire qu'il faisait une grille, et cette grille, il la remplissait de pictogrammes pour, Mhm. pour représenter des sujets. Et il faisait ça à l'époque où Picasso était surréaliste. Et c'était un peintre classique qui était arrivé à ce langage. Donc c'était quand même assez précurseur, parce que enfin, on trouvera ça dans les années 50 en France, dans l'école de Paris, ou chez Villeglé, avec les écritures sociopolitiques. Mais Joaquim Torres Garcia faisait ça dans les années 30. Voilà. Ah oui, oui, c'était quand même un sacré personnage, oui. Ouais, c'est un sacré personnage, et il faisait ça dans les années 30, dans des camaïeux de bleu, de brun, il peignait pas avec des couleurs vives, c'était essentiellement des tonalités, et c'était quand même très intéressant. Et bon, ce serrurier, est tombé sur mes dessins, parce que à l'époque, je faisais mes dessins et mes peintures. On avait plein ma chambre. Et il m'a un peu pris dans son aile. Après, il a proposé à mes parents de soi-disant me donner des cours de dessin toutes les semaines gratuitement. Et en fait, j'allais chez lui, on parlait d'art. Et c'est un peu celui qui m'a donné confiance dans le fait de pouvoir se lancer là-dedans, quoi. Ça veut dire que tu conseilles de casser une porte à 18 ans ou, ou plutôt? Moi, je conseille d'être assez turbulent, d'être un ado assez turbulent, et d'avoir des choses à dire. Et ça peut aider, oui. Ouais, c'est marrant comme parcours. Ouais, ouais. Et puis bon, après, il se trouve que bon, j'ai fait des études très diverses, parce que je suis rentré en histoire de l'art, j'ai pas fait les Beaux-Arts de Paris. Mhm. J'ai pas fait les Beaux-Arts, pardon, à Grenoble, il y avait les Beaux-Arts, donc j'ai fait histoire de l'art à Grenoble. À la licence, je suis parti à Paris, et c'est seulement après quelques années que j'ai réintégré Paris 8 sur les publications, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait justifier d'un certain nombre d'années salariées, comptait pour une année d'université. Et on passait devant une commission et un jury, et au regard de ce qu'on avait publié, ce qu'on avait fait,
on pouvait intégrer un troisième cycle ou pas. Donc, j'ai pu intégrer un troisième cycle à Paris 8 qui était informatique et ethnométhodologie. Mhm. Et c'était une université à l'époque très ouverte. Bon, quand on connaît son histoire, c'est un peu normal. Et puis, bon, fort de ce DESS, j'ai intégré Télécom Paris et les Beaux-Arts Paris, enfin, dans l'idée de m'assurer, parce que j'étais passionné d'informatique, donc de m'assurer enfin, ça a toujours été mes deux jambes, je dirais, de m'assurer un revenu mensuel, enfin, parce que en étant ingénieur, tout en commençant les expositions. Et puis, il s'est trouvé que ça a vraiment démarré en 97. J'étais en dernière année des Beaux-Arts de Paris, que je participais à la documenta de Cassel. Et Parce que j'étais tu faisais les deux études en parallèle ou... exactement. Parce que Télécom Paris, c'est quand même costaud quoi, comme cursus. Ouais, Je connais un peu le domaine, mais... ouais, c'est assez costaud. Mais les Beaux-Arts de Paris ne demandaient pas une assiduité phénoménale, hein. Ce qu'ils demandaient, c'est. Enfin, moi, j'allais une fois par semaine à l'atelier, et puis le tout, c'est de faire œuvre durant cette année, et puis après, on passe devant un jury en fin d'année. Et bon, moi, vu que j'étais à l'époque un artiste, je produisais pas. Enfin, j'ai arrêté la peinture à cette époque, je m'étais extrêmement radicalisé, j'étais très, très, très conceptuel, et j'ai été tombé amoureux d'Internet en 94 parce que on pouvait faire des choses totalement dématérialisées. C'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que Ah oui, puis Internet 94, c'est vraiment les début, tout débuts du web, parce que ça démarrait en 93 au CERN de avec, Genève. ouais, c'est ça, avec Netscape, si je m'abuse, le premier browser. C'était Euh, Mosaïque même. Mosaïque, ouais, Ça fait un peu dinosaure là. Mosaïque et Netscape après, qui est arrivé en 95. Ouais, exact, c'est Mosaïque. Ouais. Et le mail, c'était CompuServe. Donc, c'était vraiment la préhistoire. Et du coup, ben, ça explique aussi l'informatique à Paris 8, puis le fait que Télécom, c'était, enfin, je peux pas dire que ça a été facile, mais j'ai pu le faire, quoi. Parce qu'il y avait le référent de tout ça, c'était Internet, en fait. D'accord, Le ouais, ouais. lien, le lien de tout ça. Et donc, fort de ça, j'étais encore étudiant que, vu qu'on était avec Yves Gunting, Olia Liliana, Igor Stromarer, Jody, Vukovic, on était les 5 premiers dans le monde à faire du net art, ce qu'on appelait du net art. Et à l'époque, il y avait une fausse mailing list des convenience stores qui s'appelait 7-Eleven qui était créée, qui était une sorte de groupe, la première mailing list, en fait, c'est un groupe. Et dessus, on a eu l'intelligence de foutre tous les mails de tous les curateurs internationaux. Et on balançait sur cette mailing list nos productions en ligne. Et puis on faisait vivre un personnage virtuel qui s'appelait Keiko Suzuki, qui soi-disant faisait la communication de 7-Eleven, mais c'était complètement bidonné. Et Mhm. puis on a présenté des fausses monographies. Moi j'étais contre, donc j'en ai pas eu à mon nom, parce que je trouvais ça complètement has-been et archaïque. Mais les 4 autres avaient lancé les Classics of Net Art. Mhm. C'est des fausses couvertures, enfin ils avaient dessiné des couvertures de livres, pardon, Classic of Net Art. Mhm. Et du coup, ça a marqué les esprits qu'il y avait des classiques of net art. Ça a été assez efficace. Les résultats de course en Mais 97, un commissaire. c'était même pas du marketing, en fait, c'était juste de la provoque, non? Ah oui, c'est complètement de la C'était pro. même pas avec une visée, dire c'est une astuce pour vendre, quoi. C'était juste, ça, il s'est trouvé que ça marchait, mais... Oh, bah, c'était un mouvement. En fait, bon, on était quand même, parce qu'on sortait des années 80, ouais. c'était très peinture. Mhm. On était assez anti-système de l'art. Mhm. C'est là que ça va devenir drôle. C'est-à-dire que on s'est fait rattraper en 97 en se retrouvant à Cassel. Là, on est sous les feux internationaux. La Documenta de Cassel, c'est l'un des événements artistiques les plus importants avec la Biennale de Venise. Ça survient tous les 4 ans. Et c'était la DX. Et la directrice, c'était Catherine David. Et bon, évidemment, on était en 97 en pleine apogée des dot-com,
des premières startups, etc. Il y avait une sorte de mode phénoménal sur Internet. Mhm. Et il y avait des demandes. Enfin, bizarrement, les fondateurs des dot-com à San Francisco ont trouvé dans le net art une sorte de légitimité culturelle parce que ça pouvait être une expression artistique. Et nous, tout s'est emballé très vite après Castle jusqu'en 98. J'ai eu mes premières expos à l'international durant cette année-là, que ce soit à San Francisco, que ce soit en Australie, un peu partout. Je voyageais beaucoup, j'en profitais. Et en 98, avec Kozik, on s'est dit que finalement le net art était mort parce qu'Internet devenait une grande galerie marchande, que le bon esprit enfant qu'on avait, libertaire, anti-système et tout, on était foutus, parce qu'on a été récupéré par le système, et qu'on était dedans, on était officiel, on avait fait, à l'époque on avait tous fait les grands musées, donc on s'est dit on peut plus parler de net art, et on a déclaré en 98 la mort du net art. Alors évidemment la chose a tellement bien marché que derrière d'autres opportunistes se sont engouffrés dans la brèche et puis ont fait vivre le net art dans les années 2000, 2005, notamment en France, où je pense au Grégory Chatonsky, des gens comme ça qui prétendent avoir commencé en 94. Et moi, je les ai vus sortir en 96. Mais bon, c'est ce qui est drôle, c'est de voir les suivants chaque année reculer d'une année dans leur CV. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils il y a une sorte de... Enfin, ça c'est l'effet pervers de notre histoire, c'est-à-dire que nous, on faisait une forme de propagande et pour eux, c'est devenu vraiment une stratégie. C'est-à-dire la deuxième vague, ça a été vraiment stratégique. Ils sont engouffrés là-dedans et l'ont fait vivre tant qu'ils ont pu, ça a duré jusqu'en 2005. Moi, entre-temps, j'ai diversifié les médias et ma façon de signifier la mort du net art, c'était de revenir à la peinture et j'ai peint des écrans Internet. Parce que le net art, c'était de l'art électronique sur l'ordinateur, quoi. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le post-internet, d'ailleurs, je vois dans l'image un Cory Arcangel derrière moi, qui est un député, c'est ces paysages Nintendo, ça date de 2000. Euh, j'ai eu l'idée comme ça en 98, j'étais à San Francisco et c'est parti d'un joke de mon galeriste que je faisais une expo au musée de Berkeley avec un projet de net art justement fait en collaboration avec différents étudiants du campus. Et il me dit, vous, les Français, vous êtes toujours très conceptuels, très radical, vous n'êtes pas foutus de faire des peintures. Et bon, ça me tombait dans l'oreille. Et puis, étant peintre à l'origine, il ne le savait pas. Je lui ai dit, ben, demain, je te fais une expo de peinture. J'ai pris au mot et puis il m'a dit, chiche, ok. Puis le soir, je rentre en taxi et j'ai vu les billboards en rentrant d'Oakland sur San Francisco, en partant de Berkeley, en prenant le Bay Bridge et je voyais des billboards avec altavista.com, real.com et des noms comme ça, juste abstraits, enfin, des noms de domaines sur fond noir, sur fond blanc, en guise de publicité. Je trouvais que c'était des pièces conceptuelles en soi. Des noms real.com, la réalité, enfin, ils étaient quand même barjots, quoi, les mecs de la vidéo là-bas, tu vois, de prendre pour nom de domaine la réalité même. Enfin, je trouvais ça assez fort. Donc, c'est mon domaine qui était un peu comme. C'est très prétentieux. Oui, oui, mais c'était très mégalo à l'époque. C'était tout super mégalo. Et donc, ça m'intéressait. Du coup, j'ai fait des toiles blanches en reproduisant les fonds blancs. À l'hôtel, c'était des petites toiles qui faisaient la taille d'un écran d'ordinateur. C'était ça l'idée, un 15 pouces. Et donc, j'ai écrit real.com, vachement bien peint, ultra réaliste. altavista.com, et j'en avais fait comme ça une dizaine, CompuServe, etc. Avec ça sous le bras à la galerie qui s'appelle Refuse Salon, avec qui je travaille toujours. Là, elle est en train d'ouvrir un nouvel espace. À la fin d'année, elle va ouvrir à Union Square. Et Shmulik Ramph, le directeur de cette galerie, avait David Ross du SF MoMA dans sa galerie. Et puis tous les deux, ils regardent ça. Et je me rappellerai toujours de leur face, et ils étaient partagés. Pour eux, c'était un ovni. Ils se demandaient ce que c'était, ce truc. Et ils regardaient ça, ils disaient, mais c'est génial, c'est la Campbell Soup, la Campbell Soup du 21e siècle. Enfin, oui, oui, non, mais c'est... Tout de suite, ils avaient fait le lien avec les Flag Stars de Jasper Jones, la Campbell Soup de Warhol,
Et je disais, mais c'est le nouveau pop, voilà, c'est les nouvelles icônes de. Et puis le parallèle très clair entre l'iconologie des interfaces Internet avec la surface peinte, c'est-à-dire l'écran devient peinture. Donc il y avait tout un truc conceptuel par rapport à ça qui leur a beaucoup plu. Et puis là, c'est reparti. Et pour le coup, pour moi, c'était la mort du net art. C'est-à-dire là, on n'est plus dans le net art. Je faisais du net art, mais c'était concret, c'est matériel. Ouais. Et, euh, et ça a tellement bien marché que j'ai. Enfin, moi, j'ai investigué la chose jusqu'en 2006. D'ailleurs, là, il y a une vente qui se fait à Paris. Il y a une toile de cette période-là qui s'appelle Google Braille. Et j'ai fait après, ensuite, les premières Google Painting. Alors, c'était intéressant parce que les Google Painting, euh, j'ai connu à leur tout début à San Francisco, enfin, parce que c'était sur le campus de Berkeley, ils en parlaient. C'est la dot-com dont on parlait, du futur moteur de recherche qui avait concurrencé AltaVista. On Ouais. parlait de Sergey Brin et Larry Page. Et ils avaient cette sortie Google, que je ne dise pas de bêtises, c'était en 99, la 99-2000, la première, le premier site. Et puis ça s'est enflammé en quelques mois. Ouais, 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 je me souviens, ouais. En quelques mois, c'est devenu la porte d'entrée d'Internet. Voilà. Tout le Ah monde bah, par passait par rapport à Alta Vista, c'était quand même un là. peu plus convivial. Ah ouais, C'était c'était un quand truc même. d'ingénieur, Alta Vista, mais. Ouais, c'est un Français d'ailleurs qui était derrière. Ah oui? Ah ouais, c'était un Français immigré là-bas, mais ouais, c'était un truc de geek, Alta Vista. Ah, ah. Google, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus intuitif et puissant. C'est Et plus puis user-friendly. tellement plus fun. Moi, je me rappelle du Google avec les lettres de couleur, avec juste cette interface minimale. Dessous, j'ai de I am lucky, et puis ou la boîte pour search. Il y avait search, I am lucky, et go. Et puis la petite boîte de dialogue pour saisir le keyword. Enfin, c'était quand même assez puissant, quoi. Alors du coup, j'en ai fait des peintures parce que Google avait ce jeu ludique de citer des peintres dans les années 2000, Miro, Munch, de customiser aux anniversaires des peintres leur logo. Mhm. Donc je trouvais que le rapport entre l'iconologie Internet et l'interface d'Internet et la peinture était encore plus évident. Donc j'ai fait là cette fois des choses en plus grand format, des Google Painting. Mhm. Euh, j'ai exploré la chose pendant 10 ans et après, bon, quand on commence à peindre, je me suis dit c'est un peu dommage de réduire à la peinture qu'à ça, donc j'ai diversifié les pratiques, je me suis intéressé à d'autres choses. Je me suis surtout intéressé à partir de 2005 aux effets de bord d'Internet par rapport à la globalisation et des territoires euh, qu'on peut qualifier d'au-delà de l'Occident, comme l'Amazonie. Mhm. Donc, j'ai fait un projet en Amazonie en y allant un mois et en faisant une installation vidéo qui est une capture à la fois. euh, Là, j'étais parti des webcams, c'est-à-dire que les webcams elles m'intéressaient, enfin en ligne, les derniers projets, je travaillais beaucoup la vidéo sur Internet, parce que les webcams permettaient de confronter différentes temporalités de différents points du monde. Et je trouvais ça intéressant de mettre à l'écran. J'expliquais que Internet définissait un présent de 24 heures en fait. Parce que sur le même écran, on peut avoir des données qui sont importées de Hong Kong, c'est plus 7 heures, ou de Los Angeles, ça sera moins 8 heures, etc. Et là, on a un instant de 15 heures qui voyage de seconde en seconde. Et ce qui Mhm. m'intéressait, c'était de représenter ça avec différentes webcams dans différents points du monde et de faire des installations vidéo qui soient des vidéos streamées de différents points du monde. Et puis, c'est comme ça que je me suis aperçu que des Indiens, enfin Jivaro, des Chivias, avaient des webcams au plus profond de l'Amazonie. Ah oui. C'est-à-dire, ouais, ouais. Et donc, Ah, c'est- j'en avais parlé avec Nicolas Bourriot et cela grâce au Wi-Fi. C'était le début du Wi-Fi, c'était en 2005. Et Nicolas Bourriot et Jérôme Sens m'avaient invité à une conférence parce que le Palais Tokyo passait au Wi-Fi et donc je faisais une conférence sur le Wi-Fi et l'art. Et donc, moi, tout ce que j'avais trouvé comme exemple, c'était de parler de ces Indiens-là d'Amazonie. Et à Mhm. la sortie de cette conférence, on m'a dit, mais pourquoi on ne fait pas un projet avec eux? Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je suis parti un mois là-bas, après je les ai fait venir et j'ai fait une installation vidéo qui a été une capture de 12 heures c'est un plan fixe en fait de 12 heures de leur endroit.
de leur village. Et ce plan fixe, il est synchronisé au niveau temporel avec la temporalité locale au Palais Tokyo. C'est-à-dire qu'il y a un énorme cube vidéo au Palais Tokyo à mon retour. Et la vidéo commençait à midi et elle se terminait à minuit. Et à 6 heures, il faisait nuit. Et vu que j'ai fait mon expo en novembre au Palais Tokyo, les baies vitrées qu'il y a en haut, on voyait la lumière décliner en même temps que dans la vidéo. C'est-à-dire, à Paris, il faisait nuit à 6 heures. Donc, on voyait dans la vidéo le jour décliner, passer à la nuit, comme dans la vidéo. Et ça donnait l'illusion qu'il y ait quelque chose, un au-delà, qu'il y a un lien avec cet espace au-delà. Et dans cet espace, à l'échelle 1-1, la vidéo, parce que c'était un cube, on voyait les personnes à taille réelle, on voyait la vie du village. Donc, ça crée une confrontation comme ça, c'est intéressante. Et aujourd'hui, cette pièce, elle est dans la collection du fonds du CNAP, du Fonds national d'art contemporain. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des peintures à partir de ces vidéos. Et puis petit à petit, après j'ai fait une exposition au polaire et j'ai refait des peintures à partir des captures vidéo que j'avais fait au pôle Nord. Et ça donnait une deuxième installation qui est là, une capture de 24 heures de l'horizon polaire. C'est-à-dire que une caméra faisait un travelling de 24 heures qui captait tout ça. Je m'étais posé la question en regardant les photos que tu as mis. Est-ce que tu y as été? Là. J'ai été au pôle Nord, ouais. Ah oui, parce que là, il y a un engagement physique, quoi. C'est ce que j'explique. Enfin, dans les projets, c'est ce que j'ai toujours expliqué. C'est des projets très performatifs parce que ça soit en Amazonie ou au pôle Nord, il y a un vrai engagement physique, oui, effectivement. Oui, oui, il y a un vrai engagement physique et c'est, disons-le, c'est très sportif. Je ne conseille pas ça à tout le monde. C'est dur physiquement, c'est éprouvant, oui, oui, c'est assez dur. Bah oui, j'imagine bien, oui. Bah, pour parler de l'Amazonie, le climat tropical, ça ne me fait pas peur, c'est pas tant ça, mais on est malade. Enfin, si c'était que la tourista, ça serait rien, mais il y a pas que ça, il y a les piqûres d'insectes qui dégénèrent, et il y a moi, je me suis fait piquer par une araignée, les chamans m'ont soigné, j'avais la respiration bloquée parce que le venin de l'amygdale, comment on explique ça, paralyse les muscles. Ouais. C'est pas pour les humains, mais bizarrement, moi, m'avait piqué au niveau des reins, du coup, ça m'avait bloqué le diaphragme. Donc, j'avais du mal à respirer et c'était extrêmement douloureux, quoi. Ils m'ont fait des concoctions, etc. Et puis après, comme on dit, les chakras étaient ouverts, j'ai arrêté de résister, je me suis dit, je vis comme eux, parce que j'avais apporté ma nourriture, des choses comme ça. Et je me suis mis à vivre comme eux, et là, ça s'est beaucoup mieux passé. Ouais, c'est-à-dire que l'erreur de l'occidental, c'est toujours... ça a été le sujet du projet aussi, c'est-à-dire de montrer qu'au-delà de l'Occident, on a une autre distance entre la nature et la culture. Et ça, il y a un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui était sorti à l'époque, qui s'appelait Par-delà nature et culture de Philippe Descola, qui explique justement que dans les civilisations romaines, là, on construit et puis on met le monde des démons dans les forêts, dans le monde sauvage et dans la nature sauvage, et n'est vivable pour l'humain que la cité. Donc, et puis quand on a la nature, ce sont des jardins, c'est contrôlé, etc. C'est-à-dire que l'humain, dans l'Occident, a toujours créé des artefacts technologiques ou des outils, oui, des artefacts technologiques pour créer une distance par rapport à sa nature sauvage. Il la domestique, il la contrôle, il domestique ses animaux, il domestique ses végétaux, enfin, et ça continue, hein. Ça s'appelle le béton. Et aujourd'hui, on appelle ça l'anthropocène, mais bon, ça vient de là, quoi. Donc, alors que les Amazoniens ne sont pas dans l'artefact technologique, pour parler des peuples d'Amazonie, tous ont une spiritualité extrêmement développée, ce qui leur donne une défiance extrême par rapport aux avantages technologiques. Et dans le cas des Jivaro, ils considèrent que la réalité est une hallucination et le rêve est la réalité. Donc ils prennent régulièrement des substances pour communiquer avec les esprits et pour être dans la réalité. Mais quand ils sont éveillés, ils sont dans l'hallucination. Enfin, tout est renversé.
Mais à des substances près, finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le bouddhisme, où la réalité est illusion, quoi. C'est des choses qu'on... Et Mais, d'ailleurs, c'est même des choses qu'on retrouve en physique. J'ai publié un article là, ouais, d'un ouais, astrophysicien qui ouais, disait, mais... enfin, la effectivement, réalité, même physiquement, c'est ouais, juste une abstraction, ce qu'on voit, quoi. ouais, ouais, complètement. C'est une vision du monde. Et j'ai publié une vidéo parce que je trouvais ça très intéressant en physique quantique où on explique que s'il n'y avait pas l'humain, l'univers il serait gelé. Il y aurait pas de passé ni de futur parce que c'est l'observateur qui induit le temps. Donc Mhm. de facto, il n'y aurait qu'un état. Donc c'est quand même dur conceptuellement à imaginer, mais oui, effectivement. Bizarrement, aujourd'hui, on revient à dire, on abolit ces distances et on dit dans le monde scientifique que le monde est illusion. Le Platon avait commencé aussi, hein, avec le mythe de la caverne. Enfin, c'est une Mhm. vieille histoire, cette histoire de monde illusion. Mais ce qui est intéressant chez les Chiviards et chez les Achuars, chez les Jivas, c'est c'est- c'est deux mondes séparés. C'est pas aussi lié que ça. Mhm. C'est pas comme chez les bouddhistes où il y a le samsara et le nirvana. Et puis il y a les transitions entre les deux. Mhm. C'est pas comme chez nous, où, en physique quantique, on explique la position de l'observateur et ce qu'il en est sans l'observateur. Et Mhm. malgré tout, on agit dans la réalité. Non, les Jivaro, eux, ils considèrent que tant qu'ils- quand ils vont chasser, ils sont en mode hallucinatoire. Dès qu'ils font une activité sérieuse, ils prennent enfin, des concoctions, enfin, c'est des noms, c'est dérivé de l'ayahuasca, hein, Oui, 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 oui. enfin, moi je l'ai testé, j'ai pas vu de serpent cosmique comme Williams Burroughs. Je pense que ça déverrouille les cellules, enfin les cases de l'inconscient, mais c'est plus une réalité augmentée. Moi, l'impression que j'avais, c'est que j'avais une audition 10 fois augmentée, une vision 10 fois augmentée. J'entendais les pas des insectes dans le sol. C'est quand Mhm. même assez impressionnant. Je voyais dans le noir. Enfin, tous les cinq sens sont complètement amplifiés. Mhm. Mhm. Alors moi, je suis câblé d'une façon où je suis déjà très sensible au niveau des cinq sens et ils sont totalement dissociés. Alors avec ça, c'était carrément euh, impressionnant. C'est Mhm. une réalité virtuelle. Et donc, voilà, donc de toutes les choses sérieuses, que ce soit les cultures, que ce soit la chasse, etc., est faite en ce mode-là. Quand quand ils sont redescendus, ils ne font rien. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo, ils sont assis, ils mâchouillent des racines, ils boivent la chicha, enfin, il se passe rien, quoi. Donc, Est-ce que c'est quand des même, expériences que tu as intégrées dans ton travail, ça? Et de quelle non, manière? enfin, moi, je l'ai Ou c'était intégré. juste quelque chose de personnel? C'est plus quelque chose de personnel. J'ai fait Hmm. une série sur les rêves récemment où j'ai intégré d'une façon indirecte parce que cette expérience personnelle m'a appris certaines choses, c'est-à-dire que à passer un mois euh, chez, chez eux, j'ai appris à contrôler mes rêves, c'est-à-dire à les déclencher Hmm. ou à choisir le sujet de mes rêves. Hmm. 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 Et puis j'ai lu des articles que des personnes étaient capables de faire ça toutes seules, donc et du coup, j'en ai profité pour faire une série d'aquarelles sur des rêves que, enfin, on peut choisir aussi de s'en rappeler, de pas les oublier. Enfin, du coup, je j'ai pas essayé de faire des rêves comme je voulais, mais de m'en rappeler et de les peindre. Donc, c'est le seul travail, je dirais, qui est en lien avec ça. Hmm. 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 Mais globalement, ce rapport à la réalité m'intéresse parce que dans mon travail, mais je l'aborde sous différents angles. Je l'aborde toujours dans cette idée. Je parlais d'Occident et d'au-delà de l'Occident, c'est ce qui se passe entre les deux, c'est-à-dire entre ces sociétés premières qui récupèrent nos technologies, bizarrement Internet, parce qu'Internet pour eux, c'est une connexion avec les esprits d'en dehors de la forêt, parce que pour eux, c'est une hallucination comme une autre, c'est immatériel, Hmm. Hmm. et on peut communiquer, et on a des représentations complètement oui, virtuels, ce sont des avatars, donc il n'y a pas de corporité, etc., puisqu'il y a un rapport au temps quand même assez spécial et eux, ils l'ont compris.
Et puis quand je suis allé au pôle Nord, c'est l'hyper-Occident, parce que suite à la guerre froide, au pôle Nord condense des enjeux stratégiques de tous les points du monde pratiquement, et c'est intéressant de voir justement dans un endroit où on examine en permanence le global warming et toutes les conséquences de nos pollutions. Apparemment, grâce au courant de Coronelli, en plus de condenser les problèmes géophysiques, parce que c'est le point où la gravité est la plus forte, à cause du pôle nord magnétique, et puis la planète est légèrement aplatie au pôle, donc on est plus proche du centre de la Terre, donc on gagne 10% de poids quand on arrive au pôle nord. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir sur la pesée des bagages, parce que quand on part au Svalbard avec les bagages, si on ne prévoit pas cette marge, on est en surpoids quand on monte dans l'avion et on paye une prime. J'en ai fait l'expérience, donc c'est quelque chose de très concret. et si on veut Donc, maigrir, faut aller à l'équateur, quoi. voilà. Et si on Finalement, il y a des méthodes mieux que de se priver de nourriture. Faut aller à l'équateur. de la physique pure, hein, c'est quand même assez drôle de voir ça, Mhm. enfin de l'expérimenter, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et donc voilà, le pôle Nord, du fait des courants météorologiques, concentre toutes les pollutions du Nord, du fait du contexte politique, concentre aussi tous les enjeux géopolitiques, Mhm. et c'était intéressant de travailler sur ce que j'appelle cet oculus de l'hyper-Occident. C'est donc c'est l'opposé, c'est d'un côté on a un au-delà et de l'autre on a une sorte d'hyper-Occident. Et ce qui m'intéresse toujours dans mon travail, c'est de voir justement aux frontières entre deux choses ce qui se passe. Là, actuellement, je travaille sur un projet de réfugiés. Je sors d'une réunion aujourd'hui avec les comédiens. Je vais faire une performance avec des réfugiés et des personnes qui ne le sont pas sur cette idée d'être, en anglais, on dit to be stuck in between two spaces, d'être coincé entre deux espaces. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que la définition même du réfugié, elle m'intéresse parce que c'est pas seulement le côté dramatique de l'histoire, c'est aussi le statut de l'individu. C'est-à-dire, il vient d'un pays, il rentre dans un autre pays, mais il ne peut pas rentrer dans ce pays. Il se retrouve dans un no man's land psychologique et physique qui le place entre deux territoires. Il ne peut pas retourner chez lui, mais il ne Tout peut à pas fait. s'intégrer dans le pays de destination. Et Euh, ça, c'est même valable pour des gens qui, enfin, plus ou moins volontairement, ont changé de pays en espérant retourner dans leur pays quand la situation économique ou ouais, politique le permet. ouais, Et finalement, on dans se rend son, compte que passé un certain temps, tu peux jamais revenir en non, arrière. Et totalement. du coup, ils sont coincés entre les deux, quoi. Voilà, Mm. ouais, c'est le cas de l'expatriation, parce que quand on s'expatrie, on sa culture. Mhm. Et enfin bon, pour mon cas, moi je me suis expatrié pas loin de mes 50 ans parce que j'ai jamais pu m'intégrer complètement en France. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment compris cette culture française. Alors Euh, qu'à Hong Kong, ça- tu te sens plus à l'aise. Complètement, parce Ah ouais. que comment dire, je me sens pas aussi décalé que je le suis en France. C'est très D'accord. étrange, Ah mais ouais. c'est comme ça. En France, je suis arrivé à 14 ans, c'est-à-dire que j'étais complètement formé psychologiquement. J'ai grandi au Maroc et en Guadeloupe, c'est d'autres cultures. Et j'ai toujours été choqué, bah d'ailleurs, je le dis par exemple sur Facebook, c'est-à-dire quand je fais des critiques sur les paradoxes français identitaires ou euh, même le rapport à l'argent, ce que je disais sur le mode de gagner de l'argent, ou les questions aussi politiques, etc. En ce moment sur la perception du travail et la valeur travail, euh, c'est un exemple très particulier dans le monde. C'est très particulier, c'est très franco-français. Et c'est complètement, enfin, sans porter de jugement, je dirais que c'est complètement exotique. Parce que le rapport au travail ici, en Asie, ou même en Afrique, ou aux États-Unis, enfin, c'est un rapport beaucoup plus pragmatique. On n'est pas en train de dire qu'on se fait exploiter, qu'on va se faire abrutir dans la boîte, etc. et tout. Alors qu'en France, il y a un réflexe comme ça, hein, global. Moi, j'ai dirigé des équipes où, globalement, j'avais des gens qui venaient travailler avec une grande frustration. Et on se bat, nous, managers, à tirer la productivité vers le haut avec des gens peu motivés parce que, de facto, le patron, c'est un enfoiré et de facto,
on est exploité, donc pourquoi je donnerais le meilleur de moi-même en étant exploité? Alors qu'en fait, dans d'autres endroits du monde, la question ne se pose pas comme ça, c'est pas ce paradigme. C'est je sais faire quelque chose, j'ai des compétences et je les vends pour une durée donnée. C'est Mhm. très différent. C'est-à-dire, du coup, C'est euh, un contrat, quoi. contrat, voilà. Ouais. C'est juste un contrat, c'est un job, c'est une activité Ouais. rémunérée. Et Et moi, c'est toujours un peu mon rapport au travail en France. Et j'étais en décalage total avec certains de mes collègues. Enfin, moi, je l'assume, j'ai toujours eu des débats très. Alors, je me fais qualifier de droite alors que je me sens plutôt de gauche parce que j'ai un rapport comme ça au travail. Mhm. Et, euh, et même la droite en France est complètement à l'ouest sur le rapport du travail parce qu'elle Mhm. entretient le système Ouais. en tirant la corde d'une façon excessive. Enfin, c'est juste. Enfin voilà, c'est juste pour citer quelques exemples des patterns, on va dire, que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, à assimiler, avec lesquels j'ai vécu. Et, Donc c'est plus ou moins vivable. Après, il arrive un moment où quand ça se durcit énormément, c'est plus vivable. C'est pour ça que je suis parti. du coup, tu me tends un peu la perche pour Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton art ou tu as un job à côté? Non, en France, alors c'était ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'en France, pour moi, c'était enfin, en tant qu'artiste contemporain, c'est très compliqué de vivre de son art. Parce que Mhm. le système, il est biaisé. C'est-à-dire qu'on a des modalités de médiation qui sont héritées de la monarchie française, hein, Mhm. c'est l'État. Il y a le Centre national des arts plastiques. Moi, je trouve ça très bien, hein, parce que c'est pas aussi je ne veux pas tomber dans la critique d'Aude de Kéros ou d'Hélène Sourgin qui n'ont pas du tout compris le système dans sa complétude. Moi, pour en venir, je peux dire que ce n'est pas une mafia, c'est un système très ouvert qui est assez juste quelque part parce qu'il ne valide pas par copinage, il valide tout simplement ce qui marche. Mhm. C'est-à-dire que moi, les institutions françaises se sont ouvertes le jour où j'ai fait la documentaire de Cassel. Donc une fois qu'on est remarqué ailleurs comme artiste contemporain et validé par le système de l'art, on devient intéressant pour les institutions. Mhm. Grosso modo, je ferai le parallèle avec le monde de la recherche, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire un mathématicien, s'il a la médaille Fields, évidemment, l'Institut Poincaré va s'y intéresser. Tu D'accord, vois ouais, ce que ouais. je veux dire? C'est le même mode de fonctionnement. Mhm. Et Et un peu trop. S'il y a critique à faire, c'est un peu trop, justement. aujourd'hui, tu vis de ton art ou Aujourd'hui, j'en vis ouais. parce que c'est quelque chose qui s'est enclenché à Hong Kong qui est très différent de la France. Mhm. Parce qu'en France, j'étais ingénieur, j'ai fait comme Paris et j'étais artiste. Donc, globalement, j'ai équilibré mes prods, mais je ne pouvais pas en vivre. Et là, à Hong Kong, je ne peux pas être ingénieur. C'est le premier réflexe que j'ai eu quand je suis arrivé ici. J'ai cherché du travail comme ingénieur. Je ne parle pas mandarin. Puis si je me mets au mandarin pour avoir le niveau langagier qu'il me faut pour pour faire le job que je faisais en France, c'est-à-dire des SI et manager des équipes de Mhm. développeurs, de chefs de projet, etc., c'est no way, parce que autant en anglais je peux le faire, mais en mandarin c'est impossible. Ah, tu peux pas travailler en anglais sur Hong Kong? Non, c'est compliqué. Ah oui, d'accord. Les seuls Westerners, les seuls Européens qui travaillent à Hong Kong, il y en a beaucoup, sont recrutés par des boîtes de leur pays qui les font travailler là-bas. Par exemple, c'est les banques, la D'accord. SocGen, qui a énormément de traders français, Goldman Sachs qui a ses traders, toutes les banques amènent leurs traders d'origine, etc. Et Mhm. on travaille en anglais, donc dans la finance, mais on recrute pas des Occidentaux ici à Hong Kong pour entrer là-dedans, quoi. Mhm. Mhm. On vient de, on est mandaté par 3 ou 4 ans, pour 3 ou 4 ans c'est des salariés des boîtes qui sont envoyés là-bas pour 3 ou 4 ans. C'est pas, il n'y a pas de recrutement local, je veux dire. D'accord. C'est étonnant, ça. Ça marche comme des colonies, en fait. Mhm. C'est très étrange. Et Donc, donc tu vis de ton travail aujourd'hui, de ton art. ouais, moi aussi, c'était une question que je me posais parce que je regardais mes petits copains par rapport à ma trajectoire, les expos que j'ai fait dans les musées, etc. J'ai peu bossé dans les galeries parce que je m'en suis pas occupé, parce que je travaillais à côté et que j'ai pas développé mon marché, tout simplement. Et donc,
je ne vivais pas de mon art en France parce que je m'étais pas lancé, je m'occupais pas de ça. Et puis il y a un problème en France, c'est que les Français n'achètent pas les artistes français qui vivent en France. Ça, je m'en suis aperçu depuis que je suis ici. D'accord. Et les choses ont beaucoup changé quand je suis arrivé à Hong Kong parce que de suite j'ai eu des gros projets. Et ici, les gros projets sont payés. C'est pas comme en France. Si par exemple on expose au Palais Tokyo, on n'est pas payé sur les entrées. Mhm. Un musicien fait un concert, il touche un pourcentage sur les tickets. Nous, on fait 30 000 visites au Palais Tokyo, on touche zéro. Mhm, Donc, mhm. notre salaire, c'est le prestige, comme on dit. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même très compliqué. Mais le prestige paye pas le loyer, quoi. Le prestige ne paye pas le loyer. Voilà. Et la presse non plus, parce qu'on a beaucoup d'articles et que on est connu qu'on peut payer son loyer. Enfin, c'est ça, Euh, grosso modo, le schéma français. Puis, ces dernières années, c'est devenu très compliqué parce qu'ils ferment les centres d'art en plus. Il n'y a pas de, il y a pas de subvention sur la production, alors que là, il y en avait un petit peu avant. Donc, pas de marché, pas de subvention sur la production, pas de lieu d'exposition. On dit à un moment, faut travailler ailleurs, quoi. et du coup, enfin, comment tu passes d'un travail de directeur informatique à artiste, en plus en t'expatriant, tu avais des contacts en arrivant sur Hong Kong ou tu as démarré vraiment de from scratch, de zéro? Ici, j'ai démarré from scratch. Mhm. Euh, mais à la fois, bon, je suis pas arrivé les mains vides non plus. Je suis pas un inconnu. On sait d'où je viens. Ouais, C'est un CV long comme le bras. J'ai beaucoup exposé à l'étranger. Donc, le monde de l'art, c'est quand même un monde assez petit. Donc, quand ils lisent le CV, ils voient des références qu'ils connaissent. Donc, ils sont plus ou moins à l'écoute. Si le projet les intéresse, les choses se font. C'est comme ça que ça s'est fait. Et là, ici, je m'en occupe sérieusement, je fais ça à plein temps. Du coup, ça m'a permis de développer une économie par rapport à ça. et Donc, t'as démarré comment? Par des contacts avec des galeries, t'as des contacts avec des collectionneurs? les deux, c'est-à-dire que ça a commencé. D'abord, je venais à Hong Kong chaque année avec ma femme l'été. Et moi, j'en profitais pour voir un peu l'évolution du monde de l'art ici, où les choses se sont très vite accélérées ces dernières années depuis qu'il y a un Basel. Mais j'ai pu faire quelques connexions avec le Asia Art Archive, avec différentes personnes de différentes galeries, etc. Si bien quand je suis arrivé, j'avais déjà un peu essuyé les plâtres, donc on savait d'où je venais. Donc Hmm. on m'a présenté. Et en plus ici c'est très ouvert, on présente. Si quelqu'un fait quelque chose d'intéressant, on le présente à différentes personnes. C'est pas cloisonné comme en France, et du coup j'ai D'accord. pu accéder à par exemple, à K11, K11 c'est le Vuitton ou le Pinot local. Mhm. J'ai pu accéder à des gros acteurs locaux et faire de belles ventes. Et bizarrement, en faisant ça, ces 2 dernières années, parce que je le médiatise sur Facebook et qu'il y a des collectionneurs français sur Facebook, Mhm. mes collectionneurs, qui m'ont jamais acheté. Et bizarrement, là, quand je rentre à Paris, ils m'achètent maintenant. C'est un peu Parce- comme tu disais au début, il y a besoin peut-être de cette validation Exactement. à, à- C'est-à-dire il à faut toujours. l'international, dire ah bah, c'est Voilà. si loin comme ça on l'achète, c'est que c'est pas n'importe qui, il y a Voilà. Il y a toujours une validation, une euh, légitimation, quoi. une légitimation à l'international. Mhm. Alors qu'il faut toujours exposer à l'international en étant à Paris, mais ça s'est jamais fait parce que je vis à Paris. Mhm, Et mhm. donc, je suis parisien. Le regard est très différent à la fois de la part des galeristes et des collectionneurs quand on vit à l'étranger. Ça, Mhm, c'est mhm. l'effet qui se coule, hein. Tous les artistes qui sont partis à l'étranger, ils le découvrent. Ils ont du mal à rentrer à cause de ça. Parce que D'accord, ouais. si d'abord il y a un marché de l'art à Hong Kong. C'est pas comme en France où il y a un petit marché mais très compliqué. À Hong Kong, il y a un marché de l'art, c'est comme aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont dans les galeries et qui achètent pendant les vernissages. Donc ça, Mhm. déjà, ça aide. Ensuite, toutes les prestations sont payées, ça aide aussi. Donc, on peut faire des choses. Et après, quand on se fait un nom, on monte différents projets et puis on peut monter des économies par rapport à ces projets. Je pense à des projets d'exposition, de différentes choses. Et là, je travaille en ce moment je suis pas en rupture de banc avec la France, je continue à faire des expositions en France, j'en fais à Hong Kong, et puis je trouve la position très intéressante d'être entre deux territoires.
Hmm. parce que du coup, ça me permet de faire montrer des artistes hongkongais à Paris et l'inverse en France, des Français à Hong Kong. Donc là, j'ai un projet avec le Centre national des arts plastiques sur la vidéo française où on va faire une grande expo en 2017 et 2018 à Hong Kong sur la vidéo française et en même temps, je suis en train de discuter avec les locaux pour faire une grande expo de vidéos hongkongaises à Paris. Et puis il se trouve qu'à Paris, à Beaubourg, il y a une joint venture entre K11 et Beaubourg, et le curateur du M+ de Hong Kong est maintenant commissaire à Beaubourg. Donc Hmm, hmm, on va hmm. pouvoir faire des choses. Enfin, voilà. Donc c'est Ouais, pour une fois que tu es rentré dans le système, ça, il faut l'entretenir, mais ça vit, quoi. Oui, mais je pense que c'est comme tous les domaines, c'est Hmm, comme les musiciens, c'est comme les comédiens, c'est comme les sportifs, c'est-à-dire hmm, qu'après, enfin, c'est pas tout d'y rentrer, il faut se renouveler, faire des choses intéressantes, faire des bonnes expositions, parce que le jour où on en fait des mauvaises, ça s'arrête, hein. hmm, C'est hmm, des artistes qui rentrent sur la scène et qui sont visibles, ils tiennent 10 ans, après ils disparaissent totalement, il y en a à l'appel. Donc le but c'est de durer le plus longtemps possible. hmm. Ouais. Donc, après, je pense que le plus difficile dans l'art c'est ça, c'est de se renouveler euh, et de faire des choses en permanence intéressantes, en adéquation euh, avec notre époque. C'est pas l'ère du temps, c'est très différent. Je parle de notre époque, des problèmes propres à notre époque, et d'être suffisamment lucide et sensible pour pouvoir travailler avec et d'une façon pertinente et d'apporter des nouveaux paradigmes qui inspirent d'autres artistes, qui nous donnent la légitimité et qui permettent d'avancer. Donc c'est un travail, ouais, c'est mais à la fois, en ce qui me concerne, vivre de mon art, c'était logique. J'avais parfaitement conscience en France que je n'en vivais pas, parce que je m'en occupais pas. C'était pas Hmm, normal que je n'en vive pas, parce que je voyais mes collègues qui avaient entre guillemets le même niveau que moi, ils en vivaient très bien. Donc il n'y a pas de raison que j'en vive pas. hmm. C'est moi la question se posait comme ça. Donc le jour où je m'en suis occupé, ça s'est débloqué. Pour terminer, enfin, tu as déjà un peu répondu à ma question, mais euh, soit un jeune artiste, soit quelqu'un qui voilà, pratique son art, on va dire en amateur ou semi-amateur, et qui aimerait passer le cap De la de professionnalisation. vivre de son art, hein, d'être pro en fait. Hein. Ouais. Euh, au point de démarrage, c'est souvent le plus dur, après c'est une progression, et c'est toujours difficile de donner un conseil, mais je te demande quand même quel conseil tu donnerais, je ne sais pas, pour dire, Alors voilà, tu le, fais ça, à partir de là, tu peux démarrer. le plus pervers du système, c'est que ce n'est pas nous qui décidons de cette temporalité. Je disais que j'ai eu la chance d'être pris à Cassel et tout a démarré depuis Mhm. Cassel. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut toujours un validateur. C'est-à-dire qu'il faut, si j'ai un conseil à donner aux jeunes artistes, c'est ce que je fais avec des jeunes artistes français que je connais. Je leur dis de candidater des résidences à l'étranger, tout simplement. D'accord. Parce que les résidences à l'étranger, d'abord, on sort du système français, donc les a priori sont évacués, parce qu'on peut avoir une image en France, qu'en France c'est très compartimenté, alors on peut être vu comme un amateur si on est vu comme un amateur, on peut pas être pris. Donc si on a un travail intéressant, moi le conseil que je donne, c'est pas d'essayer de commencer en France, c'est tout simplement de commencer une résidence à l'étranger, et pas une résidence française à l'étranger, mais une résidence, j'ai envie de la Médicis, mais faire une résidence américaine qui accueille des artistes étrangers, par exemple. Mhm, 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 mhm. Et là, seul le travail est jugé. D'accord. Et Ouais, si ouais. le travail est pris, bah, ça fait déjà une référence. Après, on peut candidater une résidence française à l'étranger, puis ça permet de rentrer dans le système. Je pense que le système des résidences, c'est quand même le meilleur compromis dans un premier temps, parce que ça permet d'avoir un lieu pour produire. Et puis, par définition, les résidences sont toujours suivies par des curateurs, par des commissaires. Et on obtient, c'est la meilleure façon de noyauter le réseau à l'étranger,
de rentrer dans les réseaux des musées, des galeries, etc. Parce qu'elles sont toujours, ce sont des incubateurs. C'est comme les dot-com, ce sont des incubateurs, les résidences. C'est les Oui, oui, endroits où oui, 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 tout à on va fait, oui. choper les jeunes artistes, etc. Donc, c'est le principal conseil que je donnerais, ça serait de faire ça. L'idée selon laquelle, qui perdure encore en France, hein, que de l'artiste maudit qui sort de nulle part, qui est envers et contre tout le système et tout, je pense qu'en notre époque, il n'a aucune chance de sortir, à moins qu'il y ait une exception et une chance phénoménale qu'un collectionneur tombe sur un lot et se mette à spéculer en salle de vente dessus et créer un buzz comme sur ce photographe russe qui était un clodo et qui bricolait avec des tubes de carton et Ouais, ouais, euh, ouais. des plaques de métal, j'oubliais son nom, des photos, enfin d'un appareil photo, il prenait des photos de femmes nues sur la plage en noir et blanc, très flouté. Alors c'est devenu une sorte de légende, etc. Mais des gens comme ça, il y en a des milliers, il y en a des milliers dans les rues qui font de la pratique artistique sur les bords et qui seront jamais captés. C'est comme gagner au loto quand ça arrive. Ouais, tout à... Et Oui, je oui, ouais, ouais, c'est la bonne image, oui, je pense, oui. Ouais. c'est alors même dans le système, c'est aussi comme gagner au loto parce que Mhm. moi, si je prends mon exemple, j'ai eu une chance phénoménale d'être un jeune branleur qui faisait du net art sur Internet en connaissant personne et puis d'être chopé comme ça, tiré du truc et amené à Cassel par quelqu'un. Euh, Mhm. enfin, c'est arrivé à cette époque, mais aujourd'hui, un jeune artiste, il voudrait être vu sur Internet par un commissaire ou sur Instagram par un commissaire de Cassel, c'est quasi improbable. Ouais, puis C'est- à ton époque, il y avait quasiment personne non, sur Internet, alors qu'aujourd'hui, il y a profusion, c'est facile. On met des photos sur Facebook et puis voilà. n'importe qui peut le faire, quoi. Exactement. Puis il Ça y a un serait milliard. peut-être plus le street art ou des choses comme ça. Exactement. Et encore. C'est un- et encore le street art, et encore, hein, comme tu dis. Parce que maintenant, ça commence à être institutionnalisé, mais... Et puis c'est saturé aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rue dans les hum, quartiers un peu popus qui soit saturée de signes peints, etc. hum. C'est devenu une sorte de stream comme un autre, Ouais, et c'est très difficile de discriminer. La question, c'est ça, c'est être discriminé en fait. hum, Et nous, on a eu la Libye technologique qui fait qu'on était les cinq couillons, les cinq seuls artistes présents sur Internet en 94. Donc c'était hum. un truc phénoménal, effectivement, parce que le jour où ça s'est ouvert, c'était le système de la pyramide, on a été poussé en visibilité comme les pionniers, etc. Et c'est la même chose pour l'art post-internet. Aujourd'hui, voilà, il y a des ventes qui se font et je me retrouve dedans comme un des pères du post-internet, parce que sans me brosser, mais j'ai quand même été le premier à passer d'internet au offline en faisant quelque chose en rapport avec internet offline, c'est-à-dire avant les Hum. Américains. Donc aujourd'hui, voilà, enfin, j'aime bien comme ça. Enfin, moi, ma stratégie, un peu, ça a toujours été d'ouvrir des nouvelles portes. C'est quelque chose qui m'amuse énormément. Là, j'ai eu l'opportunité avec K11 de faire la première performance mondiale dans un lieu d'art. Ça me fait marrer, mais de peinture 3D immersive en réalité virtuelle. Enfin, ça a été les premiers au monde à le faire. La première Mhm. institution artistique à le faire. Et aujourd'hui, l'année 2016 va être un peu l'année de la réalité virtuelle. Donc, voilà, je pense que c'est. Après, il y a aussi une dimension de storytelling, quelque part, par rapport aux Mhm. artistes. Mhm. Alors, quand on commence comme pionnier, c'est compliqué après de rentrer dans le rang. Donc, Mhm. on est un peu condamné à faire ce genre de choses. Mhm. Et c'est stimulant, c'est intéressant parce que on est toujours sur les limites de quelque chose, ça peut être les technologies, ça peut être d'autres domaines de savoir, ça peut être autre chose. Et simplement, faut. Puis c'est comme l'écriture. Je pense que si j'ai un conseil à donner à un artiste aussi, c'est qu'il faut assimiler des milliers d'œuvres dans son esprit, d'avoir une culture en histoire de l'art extrêmement poussée. Et je pense que les étudiants aux Beaux-Arts en France n'étudient pas assez l'histoire de l'art, justement, parce que souvent, je vois des jeunes artistes me refaire du Vito Acconci ou du Bruce Newman des années 60, alors que voilà, quoi, les performances ont été faites, ça sert à rien de Mhm. réinventer le fil à couper le beurre. Mhm. Mais s'ils avaient cette culture, ça leur permettrait quelque part de gagner énormément de temps plutôt que de refaire les mêmes patterns éternellement et d'être Mhm. un épigone ou un plagiaire d'un artiste d'il y a 30 ou 40 ans. Donc D'accord.
c'est quand même, c'est comme en littérature, c'est-à-dire il faut lire beaucoup de livres pour écrire un livre. J'ai envie de dire, il faut voir beaucoup d'expos, faire des expositions. D'accord. Ben, écoute, je te remercie. Je vois qu'il commence à faire nuit sur Hong Kong, hein. Il fait carrément nuit en compte là. Ouais, c'est tombé. Bah, ça fait déjà 1 heure qu'on échange. Mm. Écoute, je te remercie beaucoup. Et Et enchanté. puis, oui. Et voilà, pour les gens qui regardent la vidéo, je vous invite à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo et puis dire bah, comment éventuellement vous avez réussi à passer d'artiste amateur à artiste professionnel ou les difficultés que vous rencontrez et voilà, pour qu'on puisse échanger sur la possibilité d'aller au-delà de ces difficultés. Bah écoute, merci Voilà. beaucoup Valérie. Pour les gens qui me regardent, s'ils veulent en savoir plus sur mon travail, c'est très simple. C'est Valérie Granchet sans accent avec y.com. Voilà. Voilà, bah de toute façon, je vais mettre les liens à Voilà. côté de la vidéo. Mm. Bah, Très bien. Un grand merci à merci. toi. Au Merci. revoir. Au revoir.